Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Ce livre est le fruit d'un travail auprès des jeunes durant plusieurs années. Nous souhaitons donc partager de réelles expériences vécues, après un long voyage au cours duquel notre histoire a croisé la leur. Chaque jour est un jour nouveau. Il ne ressemble pas à celui d'avant et ne ressemblera pas non plus à celui du lendemain. Dans la foi chrétienne, l'instant est un don divin à accueillir quand bien même l'on ne saisisse pas la totalité de ce don et ce qui est vécu et partagé à travers ce don. Jeunesse et société pour une anthropologie de la vie, de l'avenir et de l'espérance, fil conducteur de cet écrit, tente d'analyser l'accueil de la vie dans sa globalité par les jeunes à travers leurs nombreux questionnements, leurs peurs, mais aussi leur joie de vivre. Certainement au fond de leur conscience, quelque chose les appelle à changer le monde pour un mieux-être, bien que les mots leur manquent, c'est l'espérance. Dans nos différents cours sur plusieurs thématiques ou sujets, nous avons vu dans leur regard quelquefois naïf, un émerveillement face au sujet dont ils sont responsabilisés comme acteurs. Nous avons perçu et compris que le monde se comprend à travers les jeunes. Pas d'écologie sans les jeunes, pas de violence sans les jeunes, pas de religion sans les jeunes, pas de solidarité, pas de bonheur sans les jeunes. Si nous ne l'avions pas saisi par le passé, saisissons-le aujourd'hui. Rien ne pourra se faire réellement, se dire réellement, se penser réellement sans les jeunes. Les cours que nous avons assurés, les dialogues et partages que nous avons eus avec eux, nous ont fait toucher du doigt les réelles attentes d'une jeunesse assoiffée de vie meilleure. Dès lors, à chacun se pose ces questions. Qui sont les jeunes? De quel monde rêveraient-ils? Quel type de rapport ont-ils avec la notion du bonheur, de la vie, de la mort, du monde du travail? De Dieu? Sur toutes ces questions, que pensent-ils réellement eux, et non ce que l'on veut penser à leur place? Ce livre n'est ni une somme théologique ni une compilation sociologique, philosophique ou anthropologique. Il aborde tout simplement des sujets plurithématiques sur lesquels se fonde l'existence humaine dans son essentiel. Une quête de sens et de la vie sans aucune influence négative, qui nourrit le désir profond de la jeunesse contemporaine, celui de rêver à une vie meilleure. Il y a quelques années, le polytechnicien Jean-Marie Petitclerc écrivait un livre sur le mal-être des jeunes dans une société de plus en violente dont eux-mêmes sont à la fois complices et membres souffrants. Son but, c'était de faire comprendre à la jeunesse les racines du phénomène de la violence et de le mettre en face de ses responsabilités. C'est la même démarche et la même méthode que poursuit ce livre. L'école, lieu par excellence de l'éducation après celui de la cellule familiale, assumant effectivement sa fonction et son rôle, s'enracine sur des valeurs universellement partagées par tous. La question est de savoir si elle fait rêver les jeunes de nos jours. L'idée d'écrire ce livre nous est venue de la question que nous nous posions nous-mêmes. Que puis-je faire à la place qui est la mienne, pour mieux aider les éducateurs, parents et enseignants, dans leur noble tâche de premiers témoins de la vie à donner et à faire grandir, dans un environnement total qui soit véritablement humain et auquel les jeunes aspirent? Ce livre se veut avant tout être le fruit d'un travail de terrain. Il comporte de manière discrète quelques témoignages, mais surtout il est structuré de sorte que le jeune devienne acteur. D'où cette pédagogie de carrefour avec des questions en fin de chaque chapitre, donnant la parole aux jeunes pour leur permettre de prendre la parole et de s'exprimer. Le parcours est à la fois didactique et pédagogique. Il profitera d'abord aux jeunes eux-mêmes, ensuite aux adjoints en pastoral scolaire qui organisent des cours et conférences-débats autour des questions religieuses et humaines, enfin, aux enseignants et aux parents dont la noble mission est de transmettre des valeurs à la jeune génération. C'est de cette manière qu'ensemble nous aiderons la jeunesse, non seulement à entrer dans le monde du travail, mais mieux, à l'aider à s'établir fortement et à se construire sur des valeurs éducatives solides que la société attend et dont on a tous besoin. La démarche est d'éveiller la conscience des jeunes sur certains sujets de société pour lesquels ils attendent des réponses. Mais les réponses, c'est à eux de les fournir. La forte implication du jeune est une sorte de contribution dans l'art de prendre la parole. Ils apprennent également à écouter et à accueillir, et à analyser. C'est ce que nous appelons l'étape du discernement. Nos écoles étant multiculturelles et multiconfessionnelles, nous avons pris soin de mettre en filigrane des points de vue religieux qui peuvent converger sur certains éléments et diverger sur d'autres. C'est l'une des richesses de cet accompagnement, le respect des diversités culturelles et des confessionnels,
auquel notre société contemporaine ne peut opposer ni contradiction ni résistance, si elle veut respecter la dignité humaine et la promouvoir. C'est aussi l'un des chemins de la vraie liberté où chaque personne, chaque culture et chaque confession est prise pour ce qu'elle est, dans le respect le plus total. En ce sens, l'école est un réel agent, un véritable relais et un véritable témoin de l'espérance. Chapitre 1 : Les jeunes face à la violence. 1.1 La recrudescence de la violence, quel phénomène aujourd'hui ? Le but de ce chapitre n'est pas d'identifier les jeunes à la violence. À notre avis, si nous peinons à trouver des solutions sur les réelles racines de ce qui ne fonctionne pas dans notre société, c'est parce que nous avons longtemps pris la jeunesse pour cible coupable. C'est une erreur monumentale. La suite de la réflexion nous le dira. Quand une société a perdu ses repères, le vivre ensemble devient hélas difficile. On s'accuse mutuellement. Les parents et éducateurs disent « Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui refusent d'obéir aux règles de la quiétude de la société. » Suite aux événements liés à la Coupe d'Afrique des Nations où Algérie en quart et en demi-finale obtenait son ticket pour la suite de la compétition en juillet 2019, des magasins et restaurants furent saccagés et pillés à Paris, à Marseille, à Toulouse, pour ne citer que ces villes-là, je fus interpellé par un parent. Vous voyez les jeunes, quel sens ont-ils de leur propre avenir, ils se mettent à tout saccager sur leur chemin, or, ce sont toutes ces boutiques, tous ces restaurants qui constituent le pouvoir d'achat pour assurer dignement leur éducation. Comment voulez-vous faire confiance à cette jeunesse totalement dépourvue de jugement ? Et pourtant ils veulent tout avoir, sans aucun effort, sans aucun respect des règles de vie en société. Cette manière de se comporter nous ne saurions l'accepter. La réaction à chaud de ce parent est juste. Mais quelle réponse concrète apporter ? De leur côté, les jeunes disent « À l'école, les maîtres ne nous écoutent pas, il n'y a pas d'échange réel et responsable, dès que vous insinuez quelque chose avec les mots de notre temps, c'est la sanction. » De même à la maison, les parents ne veulent plus nous écouter, ils prétendent être fatigués de la journée, il n'y a plus de communication, plus de dialogue. Étouffés donc de cette atmosphère, nous préférons aller nous retrouver entre amis, et puis ça déborde. Notre seul interlocuteur, c'est le monde extérieur. La conclusion des jeunes est sans appel. Si nous ne savons plus dialoguer, c'est que les parents et nos éducateurs ne nous l'ont pas appris. Ils nous accusent de les bouder et d'être violents envers eux et envers la société, ce n'est pas juste. Deux types de réflexion sur un même sujet, où se trouvent les raisons et les torts. Chacun des protagonistes doit faire du chemin pour enrayer la culpabilité et trouver des voies de responsabilité. Avant de parler de la violence et de sa recrudescence dans la société contemporaine, il convient tout d'abord de se débarrasser de tout préjugé pouvant nuire à la réflexion ainsi qu'à la qualité de la recherche en la vidant de tout ce qui pourrait être vrai, et mettre en place tout ce qui est faux et orchestré soit par les médias, soit par le politique, c'est-à-dire tout ce qui a trait à une instrumentalisation de ce sujet de société qui, sans être faux, est malheureusement vrai. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit du phénomène de la violence qui ne date pas seulement d'aujourd'hui, et qui malheureusement, si rien ne se fait, perdurera longtemps dans les sociétés. En effet, depuis le début de l'humanité, le caractère violent s'est apparu comme faisant partie de la nature humaine et du cosmos. Même si la violence de l'homme s'est souvent exprimée et dirigée contre les éléments constitutifs de son univers, la chasse, la cueillette, l'abattement d'arbres, etc., pour sa propre subsistance, l'homme a aussi souvent été violent contre lui-même et contre son semblable. Suicide, conflits, guerre, à ajouter à cette panoplie les séquestrations et les viols qui font rage dans notre société. En effet, nous assistons de nos jours à une dramatisation du phénomène de la violence en France, malgré l'existence de faits réels et notables enregistrés chaque jour. Les politiques sécuritaires, voire xénophobes de certains individus et de certains partis politiques, et donc totalement déshumanisés, tendent à faire croire que la France ne vit que de la violence. Le sentiment tend à insinuer que le pays est au bord d'un éclatement social, susceptible de dégénérer en une émeute civile généralisée. Le cas des Gilets jaunes qui a commencé depuis le 17 novembre 2018, et qui se poursuit encore aujourd'hui, est à coup sûr révélateur et symptomatique d'une société qui va mal. Cette réelle situation ne tarde pas à être immédiatement exploitée en accusation. Ce qui, inévitablement,
donne droit à des mesures coercitives démesurées au lieu de renforcer les mesures préventives, telles que le droit obligatoire à l'éducation suivie, les garanties et encouragements d'une bonne conjugaison en matière éducative entre famille et école, avec, bien évidemment, des moyens appropriés légués à ces deux instances, l'élaboration d'une charte encadrant le train de vie des politiques et une égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, etc. Des mesures de prévention qui, progressivement, favoriseraient l'émergence d'un nouveau contrat social. Ce contrat, sans enrayer totalement le mal de la violence, obstruerait l'évolution de sa gangrène pour enfin favoriser une société sûre et moins agressive. Certes, des efforts sont sensibles dans ce sens avec l'actuel gouvernement, mais beaucoup reste encore à faire tellement le chemin est long. L'appel à l'élaboration ou à la mise en place d'un nouveau contrat de société n'est pas un fait nouveau. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau en faisait un combat politique et philosophique où il appelait de toutes ses forces à la mise en place d'un véritable projet démocratique basé sur la liberté, l'égalité et la considération accordée à l'opinion ou à la volonté universelle. En effet, l'absence de ces éléments peut provoquer des tensions et favoriser un profond mal-être social. C'est le cas actuellement à Hong Kong où, depuis plus d'un an, la population réclame de réels efforts démocratiques dans le pays et avec la Chine. La refondation de la société politique sous toutes ses formes à laquelle Rousseau faisait allusion n'est pas encore dépassée, elle est d'actualité. En effet, si nous voulons enrayer le mal de la violence dans nos sociétés, un nouveau contrat social qui s'articulerait autour de l'éducation, de la famille, de la spiritualité entendue ici par intériorité, de la forte notion du respect et de la liberté fondée sur un partage égal des biens, tous ces chantiers s'avèrent nécessaires, voire urgents. Notre société a besoin de changer de paradigme, c'est-à-dire une manière de voir les situations, de les comprendre et de les traiter pour ne pas les subir. L'un des buts que nous poursuivons est justement de donner l'occasion aux jeunes de s'exprimer et d'exprimer par eux-mêmes, avec leurs propres mots et leurs propres codes, tout ce qui occasionne la violence dans une société, non seulement en milieu scolaire, mais là où des hommes et des femmes vivent. Ils ne sont pas que des spectateurs, ils sont acteurs de cette société-là. Quelle solution à leur niveau serait propice et efficace pour l'installation d'un ordre social plus crédible et plus sécurisant et plus confiant ? 1.2. Mécanisme et fonctionnement de la violence. Contrairement à ce que l'on peut penser, il y a 3 fois moins de délinquance à l'école qu'ailleurs. Ce qui ne signifie pas que tout va bien. Médiatiser ou instrumentaliser d'une manière spectaculaire une violence ne signifie nullement que la fréquence des violences soit plus régulière à l'école que dans la cité. Ceci dit, des formes de violence existent: rackets, viols, tortures, vols, petits business de joint, etc. Le phénomène de la recrudescence de la violence se pose en ces termes. On s'attaque aux crimes et délits, et on oublie souvent le vrai problème qui est le sentiment de violence qui existe dans les personnes. Statistiquement, il y a moins de violence en France que dans certains pays comme la Belgique et le Canada. De nombreux travaux de criminologues l'ont démontré. Les chiffres restent inférieurs à la criminalité générale. Et puis, la violence scolaire ne réside pas dans les catégories les plus graves. Il y a une étude un peu plus ancienne qui est tout de même parlante. En 1993, on comptait 29 cas de blessures par arme à feu à l'encontre d'élèves en France. Par comparaison aux États-Unis, où un adolescent sur 10 reconnaît avoir tiré sur quelqu'un, et 11% disent avoir été la cible de tireurs, soit un rapport de 0,14%. Les faits scolaires ne représentent, eux, que 2,5% de la délinquance juvénile globale. Toutefois, les chiffres ont beaucoup évolué. En France, selon le quotidien Le Parisien, on note globalement depuis 3 ans 442 incidents chaque jour, soit 12,8% incidents pour 1000 élèves par an. Bien qu'inférieurs aux États-Unis, ces chiffres restent tout de même préoccupants face au phénomène de la violence. Cependant, contrairement à ce que l'on veut faire croire à l'opinion publique, l'école reste fort heureusement, en France, un des lieux géographiques où il y a moins de délinquance pénalisée que le reste de la société française. En 2018, selon les statistiques du site du ministère de l'Éducation nationale, 94% des lycéens déclarent se sentir bien dans leur établissement. L'insécurité se trouve au cœur même des cités, mais également aux abords des écoles.
Bien évidemment, certains élèves y sont mêlés. Insultes, vols à l'arraché de téléphones portables, les raquettes et quelquefois, des questions de filles et de garçons. Au sein de l'école, impolitesse envers les professeurs, tags un peu partout, dégâts matériels et vols sans oublier le commerce souterrain de la drogue, mais tout cela est à relativiser. Car il n'y a pas de constat de violence régulière. Et c'est là tout le paradoxe qui devient problématique. Les ruptures sociales et scolaires, la déresponsabilisation des parents face à la vie de leurs enfants, les enseignants qui ne font qu'enseigner et non éduquer, les élèves qui, au nom d'une certaine liberté protégée par la loi, s'autorisent tout. Ce sont là les quelques raisons qui pourraient expliquer la violence en milieu jeune. À ce niveau, les pouvoirs publics ont une grande responsabilité. La loi de la protection des libertés ne doit pas signifier que tout est possible. La loi doit par conséquent restreindre la liberté dans l'intérêt même de la liberté, dirait Jean-Jacques Rousseau. En effet, le sujet ne peut être véritablement libre que lorsque sa rationalité lui permet de penser ses choix et d'en assumer l'entière responsabilité. Malheureusement, tous ne l'entendent pas de cette manière. Bien évidemment, la loi doit aussi garantir un minimum de liberté individuelle qui permet à l'individu de développer ses propres facultés, dirait Isaiah Berlin. Dans tous les cas, une pédagogie au niveau des responsables sociaux, familles, État, écoles s'impose plus que jamais. Par ailleurs, l'on s'aperçoit que les causes et l'enracinement de la violence dans de divers endroits sont bicéphales. Il y a, d'une part la responsabilité du jeune et d'autre part celle de l'adulte. Jean-Marie Petitclerc décrit parfaitement bien cette dialectique de responsabilité dans son livre « Et si on parlait de la violence ?» L'auteur pense que dès lors qu'il y a non-respect du non de l'autre, de son bien ou de sa différence, alors commence la violence. Il poursuit son analyse en stigmatisant le défaut ou la déficience d'éducation de la part de l'adulte. Cette incapacité à établir une relation de confiance et pacifique avec l'autre est respectueuse de ce qui le différencie de soi. Nous partageons totalement l'analyse de Jean-Marie Petitclerc, surtout quand il met en exergue que le mal de notre société se situerait dans l'affirmation de sa personnalité en tant que dominatrice, avec la capacité d'imposer ses désirs envers et contre tout. Le cas des puissants de ce monde le démontre au quotidien, et en cela, le cas du pédophile archimilliardaire américain, Jeffrey Epstein en cet été 2019, illustre parfaitement bien notre propos. Imbu de sa personne et de ses capacités financières, Jeffrey Epstein organise au niveau international le commerce sexuel de jeunes filles. Ce trafic sexuel et cette prostitution de jeunes personnes mineures démontrent toute la faillite de l'éducation au niveau sociétal. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.